Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'être ici pour vous parler d'une base de données que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle FondationDB. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Pierre Zem, je travaille à Clever Cloud sur tout ce qui est les infrastructures de data. Donc en gros, grosso modo, c'est tous les trucs un peu relous à opérer, vous savez, les Hadoop, les Kafka, les Zookeeper, bref, tous ces trucs-là qui sont un peu énervants à opérer. Je travaille dans les systèmes distribués depuis pas mal de temps. J'ai eu la chance d'utiliser, d'opérer et même faire des contributions à pas mal de ces systèmes-là. J'habite à Brest, je travaille aussi, enfin, je suis impliqué dans les communautés locales, donc un équivalent du Jug et du GDG, et pour la Devoxx for Kids, et je fais également un peu d'open source où je suis mainteneur d'un driver Rust de base de données, de Fondation d'ailleurs, du coup. Alors je l'ai dit, je travaille à Clever Cloud. Levez la main, qui connaît Clever Cloud ? Oh, un bon 3/4. Qui utilise Clever Cloud ? Ah, déjà un peu moins, ouais. Je vais présenter rapidement Clever Cloud pour ceux qui ne connaissent pas. On est un cloud provider français, donc le siège est à Nantes. On est dans la catégorie de ce qu'on appelle les plateformes as a service. Donc en gros, l'idée, c'est que les développeurs font du code et ils font un git push. Et après, c'est notre responsabilité. Donc ça veut dire qu'on va récupérer le code, on va le builder, on va lancer les tests. Une fois que c'est bon, on va faire une petite passe d'optimisation. On va l'envoyer en production en mode blue-green. Donc ça, on va dire, c'est la partie facile du travail. Et après, on va faire ce qu'on appelle tout le maintien en condition opérationnelle. Donc en gros, si l'application crash, on la relance. Si elle a besoin de plus de RAM, on rajoute de la RAM. Si elle a besoin de plus d'instances, on rajoute des instances. On fait la même chose en down. Donc par exemple, la nuit, si vous avez moins de trafic, on va venir réduire le nombre d'instances. On va venir faire les patchs de sécurité OpenSSL, etc., etc. On collecte les logs, les métriques, les traces, etc. Donc ça, c'est notre produit principal. On a aussi toute une gamme de services managés. Donc ça va de la base de données au GitLab. Et on fait tout ça dans le cloud ou en on-prem. Si vous voulez discuter, on pourra discuter à la fin de la conférence de Clever. Donc, vous avez vu le titre, on va parler de base de données. Et oui, on va encore parler du énième base de données. Savez-vous qu'il y a 913 bases de données disponibles sur le marché ? C'est beaucoup trop, hein. Moi, à chaque fois que je démarre un nouveau projet en développement, je suis là en mode, je vais choisir quelle base de données. Parce que c'est pas une question facile au final de choisir une base de données. Mais en fait, quand on choisit une base de données, on fait des choix très précis. C'est-à-dire, quand on choisit une base, vous allez choisir un langage de requêtage. Donc, par exemple, vous allez dire, SQL, par exemple, est un très bon exemple. Si vous avez du Redis, ça va être une interface un peu plus classique en clé-valeur. Vous allez représenter aussi un modèle de données. Est-ce que c'est une table? Est-ce que c'est du clé-valeur? Est-ce que c'est du document? Et vous allez également choisir un moteur de stockage. Donc le moteur de stockage, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que vous avez des choses qui sont optimisées pour de l'OLTP, donc vos API classiques, ou des choses optimisées pour de l'analytique? Et donc, quand vous, en tant que développeur, vous faites un choix de dire je vais prendre PostgreSQL, en fait, vous faites plein de choix derrière ça. Vous dites, en fait, je vais utiliser du SQL. Ce sera un modèle relationnel avec des tables. Et du coup, vous aurez le moteur de PostgreSQL qui sera, du coup, pour le coup, non distribué, par exemple. Ça, c'est bien. Mais du coup, comment vous faites si vous voulez changer juste une chose? Je prends un exemple, vous voulez exposer votre modèle relationnel par-dessus du GraphQL. En fait, ce que vous faites, vous êtes obligé de rajouter une couche par-dessus pour faire ça.
Est-ce que vous voulez manipuler du document à travers du SQL? Donc ça marche bien. On a quand même un bon support de JSON en PG, mais c'est pas forcément le truc le plus simple au monde. Ou alors, si vous voulez complètement changer de paradigme, vous avez un modèle clé-valeur comme du Redis et vous voulez exposer d'une autre manière qui parle clé-valeur, donc par exemple du Dynamo. En fait, ça c'est compliqué. Et ça fait qu'on se retrouve dans une situation où, quand on est développeur, on démarre un nouveau projet, on se dit, en fait, du coup, votre choix de base de données va être en fait un cahier des charges. Où vous allez vous dire, en fait, moi, pour le projet bidule, j'ai besoin d'un PG, d'un Kafka et d'un Zookeeper. Vous avez un autre projet qui démarre dans votre boîte, vous avez une autre stack complètement différente, et vous avez les gens d'astreinte qui pètent un plomb parce qu'ils ont 15 000 versions de PostgreSQL, 15 000 versions de Kafka à opérer, et c'est compliqué à opérer. Et donc on se retrouve on multiplie les bases de données, et je ne parle même pas des versions, des versions de PG entre 9 malheureusement ou 15, des versions de Mongo, des montées de version, bref, on se retrouve avec une cardinalité immense. Donc nous, c'est ce qu'on observe, on opère des bases de données pour nos clients, on en a beaucoup, et on essaie de densifier nos infrastructures, et en fait la question qu'on se pose, c'est est-ce que dans ces éléments-là, est-ce qu'on peut mutualiser quelque chose? Vaste question. Est-ce qu'on a envie de mutualiser le langage de requêtage? Bof. Le data model, on en a dit, il y en a 15 000, c'est un peu compliqué de mutualiser ça. Par contre, le stockage. Si on y réfléchit bien, une base de données, le but c'est de stocker durablement de la donnée. Donc en fait, au final, si vous prenez un Cassandra, un Mongo ou un PG, au final, son but c'est d'écrire de la donnée durablement sur du disque. Donc en fait, l'idée qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut créer un modèle comme ça, où on aurait un moteur de stockage commun sur lequel on va construire autre chose. On va dire, voilà, on va avoir, entre guillemets, un data model, un query language, et puis on va se dire, en fait, si on a besoin d'autre chose, on va réutiliser le même moteur de stockage et mutualiser les efforts et mutualiser les ressources. Donc là, vous vous dites, oui, d'accord, t'es bien gentil, Pierre, si tu mets 100 000 bases de données sur le même moteur de stockage, je vais t'imposer des prérequis. Parce qu'il faut quand même que ça avance. Donc les prérequis qu'on pourrait imaginer pour un tel système de stockage, il faut que ça soit très performant, que ça soit facile de le faire grandir. Donc on a toujours l'idée on espère toujours avoir des systèmes où en fait, dès qu'on a un problème de capacité, qu'on a juste à rajouter des machines dans le système et il est capable de s'équilibrer et de prendre la charge tout seul. Ça, c'est le but des gens qui écrivent des systèmes distribués, c'est de se dire d'avoir quelque chose qui est capable de grossir de façon linéaire. On en a parlé, il faut écrire des représentations de données et des langages de query par-dessus. Donc il faut quelque chose où ça soit facile de construire par-dessus, donc des abstractions. Et alors moi je fais de l'astreinte, donc du coup il faut quelque chose qui soit facile à opérer, même si c'est un système distribué. Donc voilà, donc avec ces prérequis-là, parmi les 913 et quelques bases de données dont je parlais tout à l'heure, est-ce que... Ah, je pensais que j'avais ma slide de questions. Est-ce qu'il existe... Je vous ai spoil, je suis désolé. Est-ce qu'il existe un système, une fondation... Je l'ai travaillé pendant 6 mois, il y a eu 3 sprint planning pour réussir à faire cette blague-là, bref. Est-ce qu'il y a un système, une fondation qui nous permettrait de construire ça? Bon, la réponse est oui, ça s'appelle Fondation DB. Alors, c'est pas une base de données qui est vraiment connue, c'est utilisé par quelques petites entreprises, petites, hein. C'est généralement un peu caché, c'est-à-dire c'est vraiment le système
qui généralement manipule quand même beaucoup de données, mais qui est un peu caché. C'est-à-dire c'est souvent injecté dans les couches basses des infrastructures des entreprises. Alors, les concepts de fondation. Le premier concept, c'est de délivrer des transactions. Donc, je parle de transactions comme quand vous faites du PostgreSQL ou du MySQL, à la performance et la scalabilité du NoSQL. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends la promesse des systèmes comme des Cassandra et des HBase où vous pouvez rajouter des machines et prendre la charge linéairement. Donc, l'idée, c'est d'avoir un système qui offre des transactions et ou dans lequel on est capable de rajouter des machines à la volée et de faire grossir notre trafic de façon linéaire. Un des gros concepts derrière Fondation, c'est qu'ils ont réduit énormément les fonctionnalités. En fait, on va en parler. Je spoil un peu, mais c'est un clé-valeur. En gros, c'est get, put, delete et scan. C'est tout. Il y a quelques opérations avancées. Par exemple, je vais vous prendre un exemple tout bête. Il n'y a pas d'authentification. N'importe qui a accès au cluster, du coup, peut accéder à tout. Ils ont réduit le scope de fonctionnalité pour qu'en fait, le peu de fonctionnalité qu'il y ait dans la base soit extrêmement performant et robuste. Mais par contre, toute l'idée, c'est que vous allez pouvoir construire ce qu'on appelle des layers, donc des abstractions par-dessus Fondation qui vont vous permettre d'implémenter votre métier. Donc par exemple, vous avez besoin de stocker quelque chose un peu précis. En fait, vous pouvez faire votre layer et vous allez vous dire, en fait, je vais avoir un autre besoin business. En fait, vous allez avoir votre autre layer qui sera à côté. C'est une base de données open source en licence Apache 2. C'est sous l'orga GitHub Apple. On va en parler un petit peu tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle un clé-valeur ordonnée. Donc c'est l'ordre lexicographique. C'est globalement, il faut imaginer une sorte de Redis, mais infini, entre guillemets. C'est très scalable, pour le coup, on va en reparler aussi. C'est transactionnel, c'est assez impressionnant, il y a assez peu de systèmes. En fait, alors sans rentrer dans les jargons et les discussions un peu méta qu'il y a autour des isolations de transactions, en gros, vous allez avoir le même niveau d'isolation que Spanner. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle du strict serializability. Et en gros, il n'y a pas plus fort. C'est-à-dire que il y a différents niveaux d'isolation quand vous faites des transactions, et en fait, vous êtes au niveau le plus fort pour un système open source. Et c'est extrêmement tolérant à la panne. On va beaucoup en reparler dans les slides suivantes. Alors, l'histoire derrière le projet est assez rigolote. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu des hauts et des bas derrière Fondation. Donc, 2009, il y a une boîte qui se monte à Silicon Valley. On va en reparler, mais ils vont créer une surcouche AC++ et ils vont créer un simulateur avant d'écrire une base de données. Donc ils avaient une très bonne idée en tête. 2012, ils sortent une première version en alpha. Donc à ce moment-là, c'était une base de données c'était du binary release, donc c'était pas open source. Ils donnaient des binaires globalement à utiliser, et les SDK étaient les librairies clientes étaient open source par contre. Donc 2012, une alpha, 2013, une bêta. Donc la boîte commence à grossir, ils commencent à choper des gros clients. Et puis là, 2015, Apple rachète la boîte. Et donc là, ça a fait plutôt grand bruit à ce moment-là, mais globalement, du jour au lendemain, le site web disparaît, les binaires disparaissent, enfin tout disparaît. Genre du jour au lendemain, il n'y avait vraiment plus rien.
Alors, on a appris après que du coup, en 2015, les gens qui avaient commencé à vraiment mettre de la prod sur Fondation avant 2015, ils avaient eu une copie du code. Enfin bon, c'est un peu, il y a des histoires un peu shadow. Bref, dont j'ai pas tous les détails, mais c'est assez, ça a l'air assez funky. J'aimerais bien avoir le vrai débrief de ce qui s'est passé. Mais en gros, donc de 2015 à 2018, cette techno-là est devenue complètement cachée. Et au bout d'un moment, en 2018, Apple va re-open sourcer Fondation, enfin va open sourcer même tout court, sous licence Apache 2, la base de données. Et les personnes, les entreprises, donc par exemple Snowflake, qui avaient récupéré en 2015 une version du code et qui avaient, entre guillemets, continué à avancer le développement, ils ont réussi à remerger tous les efforts. Et donc aujourd'hui, maintenant, il y a une vraie collaboration entre ces deux boîtes, alors que la base de code avait littéralement divergé pendant 3 ans. Donc c'est quand même assez intéressant à noter. Je vais vous parler un petit peu d'architecture. Donc le but, c'est pas de faire le diagramme complet. Je vais vous donner les grands concepts derrière l'architecture de Fondation. Alors c'est basé sur le modèle d'acteur. Et il y a énormément... Enfin, tout est divisé en rôles. C'est-à-dire vous avez des rôles pour tout et n'importe quoi. Et l'avantage de ce système-là, c'est que la base de données, vous allez pouvoir la faire scale très simplement en rajoutant des machines avec les bons rôles. Et en fait, quand on démarre un cluster Fondation, c'est très facile à bootstrapper. Et en fait, 99% du tuning vient de savoir combien de proxys je vais mettre, par exemple, ou combien de log serveurs. Et c'est assez impressionnant. Je ne sais pas si vous avez déjà installé des systèmes comme des HBase ou des Cassandra ou des systèmes un peu distribués. Il y a toujours des petits paramètres de conf, des knobs, vous savez, à passer pour essayer de faire de la performance. Aujourd'hui, nous, on a déployé des clusters Fondation et on n'a jamais eu besoin on a toujours eu besoin de prendre la conf. Enfin, on a toujours pris la conf par défaut. Juste, par contre, on faisait très attention au nombre de rôles. Et un truc qui est très bien, c'est que la base de données est capable de te dire quel rôle quel rôle est limitant. On va en reparler pendant les benches, mais globalement, on faisait un benchmark. La base de données, elle commençait à caper en écriture, et en fait, quand on lui demandait son statut, elle disait là, rajoute-moi un peu des machines. Ok, je vais te rajouter des machines. Un autre truc dans l'architecture qui est très bien, c'est que le chemin d'écriture et le chemin de lecture sont découplés. Donc, quand on parle de chemin d'écriture, du coup, c'est le chemin transactionnel d'écriture est séparé, ce qui nous permet de les faire scale de façon indépendante. Par exemple, j'ai un exemple d'une boîte dont j'ai oublié le nom, qui par exemple avait énormément de conflits de transactions, mais qui lisait quasiment jamais. En fait, eux, ils avaient juste à faire scale ce composant-là, qui est le resolver, beaucoup plus que Apple, par exemple, et ça marchait très bien. Donc, on en parlait de scalabilité. Alors, pour le coup, c'est des chiffres qu'on a pas mal vérifiés, nous, de notre côté. On a fait des benchmarks, et c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Donc, on set up un cluster, on démarre une workload de benchmark, on sature le cluster, on fait ce qu'on appelle un FDB CLI status, et il dit oui, alors du coup, là, je manque un peu de power sur ce rôle-là. Ok, je te rajoute ce rôle-là. Touc, on a un point au même endroit de façon linéaire. Et donc ça, c'est vraiment chouette en opérationnel d'avoir un système qui te dit qu'est-ce qui ne va pas et qui est le point limitant. Juste pour vous donner une idée, il y a 3 jours, littéralement, j'étais en train de débugger du HBase à 3h du matin, et juste parce qu'il y avait une machine qui allait pas bien, et il me l'a pas dit, quoi.
Quand on a un système comme ça, en fait, c'est vraiment super intéressant en prod. Et au-delà de la scalabilité, on a des performances qui sont assez impressionnantes, qu'on vérifie, nous, tous les jours dans notre monitoring. Donc, les temps de démarrage, de lecture et de commit, ce sont des choses qu'on a vérifiées dans les benchmarks. Donc ça, c'est des vrais chiffres pour le coup. Et encore une fois, je répète, c'est pas en faisant du tuning un peu chelou de la conf. C'est vraiment, vous prenez un cluster fondation. Si vous déployez une topologie assez classique et que vous avez du hardware et du réseau juste normal, vous obtenez directement ces chiffres-là. Et ça, c'est super intéressant. Un énorme aspect de Fondation, c'est le fait qu'ils ont développé un framework de simulation avant de développer la base de données. Donc là, on repart en 2009, quand ils ont monté la base, enfin quand ils ont monté justement la boîte. C'était des gens qui avaient l'habitude d'opérer et de créer des systèmes distribués. Et ils se sont dit, diagnostiquer des problèmes de systèmes distribués en production, c'est juste l'enfer. Quel que soit le niveau, l'outillage qu'on peut avoir, en fait, il y a des fois des pannes réseau qui sont impossibles à reproduire dans un environnement de dev. Genre, vous avez des enchaînements de pannes qui sont tellement rares que c'est littéralement... Est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dessus à écrire plein de tests pour réussir à être sûr que le bug de timing que vous avez trouvé en prod, il est dans vos tests. Super dur. Donc en fait, ils se sont dit, si on est incapable de pouvoir simuler les cas, entre guillemets, qui arrivent jamais, en fait, ça sert à rien d'essayer de construire une base de données, distribuée en plus. Du coup, ils se sont dit, on va écrire un simulateur de base de données. Et du coup, en fait, ce que fait le simulateur, c'est qu'il va venir injecter des fautes. Il va injecter des fautes de réseau, de disque, il va venir manipuler le temps, il va venir manipuler la topologie, et pas que. On va en reparler, mais il est capable de... Ça vous donne vraiment un contexte. C'est-à-dire que quand vous exécutez une workload de simulation, vous êtes sûr qu'à l'instant X, ce sera le thread, l'acteur Tartampion qui va exécuter l'opération bidule en 32 millisecondes. Et ça, c'est le simulateur qui le garantit, et il le garantit de façon déterministe. Donc ça veut dire que vous reprenez le chiffre qui a généré la simulation, et vous pouvez rejouer en local parfaitement tout ce qui s'est passé. Donc, à quoi ça ressemble la simulation? Ça ressemble à ça. Donc, vous prenez le binaire fondation, vous dites « je démarre la simulation », vous donnez un fichier de test qui dit globalement ce qui va casser, vous activez encore plus d'erreurs. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer une seed, donc un nombre aléatoire. Et en fait, à partir de ce nombre aléatoire-là, il va en générer tout un contexte. Donc il va générer, par exemple, que la lecture de fichier 32 va prendre 60 millisecondes et que la suivante va casser. Et ce sera l'acteur 3 qui prendra ça. En fait, tout est déterministe. Que ça soit du scheduling des tâches à l'IO au temps. Et à la topologie. Donc là, par exemple, il a activé un truc TSS en mode 3. OK. Et il a démarré une topologie de fondation avec 5 data centers. Vous prenez en fait une autre seed, vous avez un contexte complètement différent, avec des pannes complètement différentes, qui du coup sont simulées. Donc la simulation, c'est un truc assez impressionnant. L'effort combiné de Apple et Snowflake par an, c'est l'équivalent de faire faire du chaos sur un cluster pendant 4000 ans. Donc on est quand même sur quelque chose qui est où on a énormément confiance de déployer ça en production.
Je vais parler un petit... Quelle heure? Je suis trop bien. Non, parce que je parle et je peux faire des anecdotes pendant des heures, donc je préfère vérifier le temps. Je vais vous parler un petit peu pour vous donner une idée de ce qu'on peut construire par-dessus Fondation. Je vais parler d'une entreprise avec un logo de pomme que vous connaissez peut-être. Donc Apple a un produit qui s'appelle iCloud, que vous utilisez peut-être, qui vient vous permettre de stocker les données de votre téléphone, donc par application. Et quand on y réfléchit bien, en fait, ils ont quand même une belle problématique. Vous avez N utilisateurs, enfin des millions. Vous avez N applications. Donc là, c'est les applications d'Apple, mais vous pouvez avoir aussi en tant que développeur vos applications. Donc vous imaginez possiblement toutes les applications de l'Apple Store. Et vous dites, comment je fais pour stocker ces données-là? Est-ce que je démarre un PostgreSQL pour chaque cardinalité utilisateur-application? Non, ce serait pas très... iCloud coûterait un peu plus cher, je pense, s'ils faisaient ça. Non, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un framework qui permet de virtualiser complètement la base de données. Donc, en fait, quand vous utilisez iCloud, vous avez une sorte de mini base de données complètement virtualisée. Donc, on est vraiment dans le même type d'abstraction que serveur dédié ou machine virtuelle. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui est instancié à la volée et qui est manipulé. Et en fait, chaque utilisateur a du coup une mini... Alors, ils appellent ça un record store. Mais en fait, c'est des problématiques de base de données. C'est-à-dire vous allez avoir vos données, vous allez avoir un espace d'index, vous allez avoir les métadatas, vous avez des problèmes de sérialisation, vous avez des problèmes de réindexation. Enfin, voilà, vraiment du métier de base de données, en fait. Et donc, ils ont virtualisé ça. Et donc, tout ça est ventilé sur... j'ai pas les chiffres. C'est assez marrant quand on rentre dans la communauté Fondation. Il y a Apple et Snowflake. Et quand tu essaies de leur demander des chiffres pour avoir juste une idée de la volumétrie, en fait, ils te demandent un NDA à signer direct. Tu vois, tu es là, bon, bah, tant pis. Je pense qu'ils ont des milliers de clusters pour gérer iCloud en vrai. Et donc voilà, pour vous donner une idée des abstractions qu'on peut construire, on en est à ce niveau-là. Vous pouvez virtualiser des bases de données. Alors ça demande du boulot, ça demande beaucoup de connaissances. Pour le coup, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc aujourd'hui, Clever, on a repris littéralement le modèle d'Apple. On discute même avec eux sur certains points d'implémentation. Et on est en train de développer des bases de données serverless pour le coup, et des produits de bases de données par-dessus Fondation. Donc c'est la R&D qu'on a chez nous. C'est écrit en Rust et on s'amuse plutôt bien. Et c'est assez rigolo de se dire que on a vraiment des problématiques de base de données à écrire, c'est-à-dire comment on fait pour réindexer à chaud de la donnée. C'est assez rigolo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Clever Cloud, c'est une boîte de 50-ish. Je ne sais jamais le compte avec les nouveaux stagiaires qui sont arrivés. On est 54, je dirais. Et on se permet d'avoir des projets de R&D où on se dit qu'on écrit des bases de données. Ça peut paraître complètement fou. Mais en fait, la vraie question, c'est comment on peut s'outiller et être sûr que ce qu'on fait est correct. Et un truc qu'on a fait, et la communauté Fondation est assez impressionnée par notre travail pour le coup, c'est qu'on a été capable de prendre notre code Rust et de l'inclure dans le simulateur de Fondation directement. Ce qui fait qu'en fait, quand on écrit des morceaux de code un peu complexes qui sont vraiment des opérations de base de données où on se dit, bah voilà, comment on fait une réindexation, c'est mon truc en ce moment, je suis en train d'essayer de faire une réindexation de données pour dire, bah voilà, on recrée un des index à chaud. C'est compliqué et il y a beaucoup de chances de se tromper. Et donc du coup,
le fait de pouvoir inclure notre code dans le simulateur, c'est un gain de temps énorme. Parce qu'en fait, on est capable de tester des vrais cas compliqués de panne. J'ai un exemple tout bête où le simulateur, par exemple, il swap les disques durs de la base de données pour être sûr que si deux machines tombent, il swap le disque dur, il est là. Est-ce que la base de données répond, quoi. On est vraiment dans un niveau de simulation qui est impressionnant. Et donc, nous, en tant que développeurs, quand on est capable, quand on pousse en prod une version de notre DB serverless, on a quand même beaucoup de garanties. Même si c'est de la R&D, on a quand même beaucoup de garanties sur le fait que c'est solide. Et ça, c'est plutôt chouette. Et ça, donc vous serez bientôt capable de le faire. Vous également, donc on est en train d'open sourcer le simulateur. Donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui fasse du Fondation DB en Rust, mais en tout cas, si vous voulez le faire, vous serez capable d'utiliser le simulateur comme nous. Donc la PR est ouverte. J'ai pas eu le temps de la merger. J'ai pas eu le temps de la merger. Non, j'ai encore quelques slides. Ça va être un peu short dans mon timing. Donc ça, c'était Apple et Clever. Je vais parler un petit peu des autres cas d'usage. Donc je vais vous parler de Snowflake. Alors Snowflake, c'est un exemple assez intéressant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Snowflake, il y a une partie, donc la partie qu'on voit assez souvent quand on est utilisateur de Snowflake, c'est que globalement, ils vont démarrer et stocker des ressources dans votre compte à vous. Donc ils vont démarrer des VM dans votre compte de cloud provider et ils vont se faire du stockage sur du S3 dans votre compte. Donc ils ont une partie, on va dire, à la demande, qui est vraiment la partie cliente. Mais eux, de leur côté, côté infrastructure, ils ont une partie always on, qui est ce qu'ils appellent le cloud services. Et en fait, tout ça, tout le cloud service, toutes les métadatas et tout le système de cloud services est backé par du Fondation. Et donc, Fondation DB à Snowflake, c'est utilisé globalement pour tous les usages transactionnels internes. Donc les métadatas, les Snowflake transactions, c'est également utilisé pour du service discovery. Donc en gros, ils n'ont pas de ZK, globalement, ils utilisent Fondation directement. Et c'est devenu une brique complètement critique de leur architecture. Si vous regardez, si vous vous intéressez un petit peu, il y a des présentations de Snowflake sur Fondation. Et quand on regarde un peu les volumes de données qui sont stockés par cluster, bah en fait, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, ils expliquent ça très bien, c'est qu'ils sont en mode, nous, on ne veut pas densifier. On veut quelque chose qui soit always on et qui soit le plus robuste possible. Eux, limite, la performance, c'est un bonus pour eux. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est de la robustesse. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont choisi Fondation. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble de faire du Fondation. Donc j'ai pris le client Java. Globalement, on ouvre une base de données, ici. Et après, on est capable de démarrer une transaction. Donc globalement, là, c'est une closure que vous passez, qui va être rejouée s'il y a une erreur. Vous êtes capable de faire une opération de type set. Donc là, dans la clé hello, je vais écrire world. Donc là, c'est du clé valeur, c'est du byte-byte. Donc c'est assez simple à manipuler. Et là, je return, je return, et là, j'ai commité, sachant que cette closure-là peut être rejouée, pour le coup. OK ? Et vous avez le même type d'opération, en fait, pour venir lire de la donnée. Bien sûr, vous pouvez faire la même chose en haut. Hein. C'est pour l'exemple. Donc là, l'interface, elle est assez simple. Moi, je dis souvent que c'est un gros Redis. Parce qu'en fait, l'interface est assez ressemblante. C'est une interface de clé-valeur. C'est get, put, scan, delete et delete range. Je vais vous parler un petit peu du modèle transactionnel, parce qu'il est assez important. Globalement, quand vous démarrez une transaction, vous allez avoir un numéro de version qui va être associé. Donc là, ça veut dire que
quand vous allez démarrer votre transaction, vous allez avoir un nombre qui s'incrémente. Et donc là, par exemple, vous avez le numéro 200. À partir de ce moment-là, vous allez voir la base de données à l'état 200. C'est-à-dire, si vous avez eu une transaction à 201, 202, 203, vous ne la verrez pas. Donc là, vous avez vraiment, entre guillemets, figé le temps de façon virtuelle pour la base de données. Et donc là, vous pouvez faire vos opérations, vous faites un get, vous faites une écriture donc vous faites un get de la clé A, là vous faites une écriture de B, et vous pouvez committer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu un autre version, un autre numéro, qui du coup est beaucoup plus grand puisqu'il s'est passé du temps entre les deux. Donc vous avez un read version qui va vous figer, entre guillemets, la lecture à l'instant 200, et vous avez un commit version qui va correspondre au moment où on a écrit la donnée. Et du coup, par exemple, le B, ici, deviendra visible seulement à 501. OK ? Et donc ça, ces deux nombres-là, en fait, ils sont utilisés pour gérer les conflits de transactions. Alors maintenant, on va reprendre exactement le même exemple, mais on va venir rajouter une autre transaction. Donc là, on a toujours notre transaction à 200, et on a une deuxième transaction qui est démarrée un poil après, à 250. On fait toujours notre opération, donc on fait une lecture de A. Et là, on va faire quelque chose, on va même pas lire, on va juste écrire, on va changer la valeur de A. OK ? Donc là, je continue mes opérations dans ma transaction, tranquillou. Et là, on va dire, voilà, cette transaction-là, elle est vraiment en mode, j'écris une clé et c'est tout. Celle-là, elle n'a pas eu de conflit de transaction, donc elle va se committer, et on va avoir un commit version à 400. OK ? Quand je vais essayer de venir committer ici, je vais obtenir un numéro, donc je vais obtenir 500. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va dire « Ah !» Fondation, en fait, va voir qu'il y a eu un conflit. C'est-à-dire, il va voir que dans l'intervalle entre 200 et 500, quelqu'un a modifié l'espace de clé que j'ai lu ici. Donc, en fait, là, j'ai lu A. Ici, A a été modifié entre 200 et 500. Du coup, je vais venir rejouer la transaction. Donc, en fait, ce qui va se passer ici, c'est que toute cette transaction-là, elle va redémarrer. Donc là, en fait, vous allez avoir un read version à 501 et vous allez recommencer l'opération. Donc, c'est assez important à comprendre ce système-là, tout simplement parce que ça découle d'une... Enfin, les choix techniques derrière ça découlent d'une des grandes limitations de Fondation, parce que du coup, imaginez un peu, vous avez des millions de transactions par seconde, et du coup, le système est capable de savoir quelle clé a été modifiée quand. Là, vous vous dites, à développer, c'est un peu complexe à faire. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un choix assez pragmatique. C'est qu'ils gardent en mémoire l'historique sur 5 secondes. C'est-à-dire, en fait, vous avez une fenêtre de temps de 5 secondes où, en fait, le système se souvient de toutes les mutations, donc les transactions d'écriture qui ont été faites. Et donc, en fait, ce système-là, c'est ce qu'on appelle le resolver, donc c'est un rôle ici. Alors, je vous rassure, il se distribue, il se partitionne par hash, etc. Et en fait, c'est lui qui donne le go ou le no-go sur les transactions. Et du coup, l'incidence qui est extrêmement forte là-dessus, c'est que du coup, les transactions ne peuvent pas durer plus de 5 secondes dans Fondation. Parce que du coup, c'est la taille de la fenêtre dans laquelle il est capable de vous garantir l'isolation de vos transactions. Donc c'est assez important à comprendre parce que par exemple, vous pouvez pas balancer entre guillemets un scanner qui va balayer toute la base de données. Si vous avez des terras de données, en fait, vous êtes sûr que vous allez dépasser les 5 secondes. En fait, c'est une limitation technique où vous êtes du coup obligé de venir vous dire alors du coup, je vais devoir diviser mon scanner, etc. si vous avez besoin. Ok ?
Il y a d'autres limitations dans Fondation. Vous pouvez manipuler, donc les 5 secondes, on en a parlé. Vous pouvez manipuler que 10 mégas par transaction, ce qui est quand même déjà pas mal. Hein. Et après, vous avez des limitations de clés, de valeurs. Donc ça, c'est les valeurs où en fait vous commencez à... Le système est de moins en moins optimisé. Même si c'est de moins en moins vrai, il y a eu énormément de travaux sur les moteurs de stockage pour améliorer ça, mais il n'y a pas de chiffres concrets. Il n'y a que des développeurs qui ont réécrit un moteur de stockage et qui ont dit oui, ça devrait être mieux, mais du coup, il n'y a pas encore les chiffres. On a beaucoup parlé d'architecture, on va parler un petit peu de construire par-dessus, puisque c'est nous, en tant que développeurs, c'est ça qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle du data modeling. Il y a un truc qui est super intéressant à comprendre, c'est que comme l'API est transactionnel, on peut vraiment se concentrer sur le data modeling, donc votre représentation ou comment vous stockez votre donnée dans Fondation. Votre donnée sera jamais inconsistante. Donc par exemple, nous, côté Clever, quand on a un système d'index, on a par exemple, on veut stocker une donnée et on a 2 index à maintenir, en fait, dans la même transaction, on écrit la donnée et l'index. Comme c'est transactionnel, soit tout foire, soit on est sûr d'avoir écrit les deux. On n'a jamais eu d'écriture partielle, parce que c'est garanti par le système. Et en fait, il y a énormément de modèles de données qui sont capables de se représenter en clé-valeur. Donc le relationnel, on va en parler. On va parler de systèmes de queue, les séries temporelles aussi. Et comme c'est du clé-valeur, c'est assez facile de rajouter de la multitenancy, parce qu'en fait, il suffit de rajouter un préfixe de clé pour pouvoir ajouter de la multitenancy. Il y a également, alors pour ceux qui veulent vraiment chercher la perf ou qui ont des cas d'usage de compteurs et de compteurs qui sont incrémentés, on a des opérations, il y a des opérations atomiques également. Et vous avez ce qu'on appelle le version stamp, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser ce nombre-là, vous pouvez l'insérer où vous voulez, ce qui vous permet en fait de venir paralyser les écritures également. Juste pour vous donner une idée, c'est un exemple de data modeling, c'est pas forcément le plus optimisé, mais c'est vraiment pour vous montrer l'idée. Donc si vous avez une table avec un ID, un nom et un âge, en fait vous pouvez assez facilement avoir une représentation clé-valeur. Vous allez avoir l'ADB, la table, la primary key et le field et la valeur. Et donc ici, par exemple, si vous voulez récupérer l'ID 1, en fait, vous pouvez scanner sur ici. Et du coup, vous allez récupérer l'âge et le nom. Alors, pour les développeurs, il y a pas mal de SDK qui existent, qui sont sous simulateur, je tiens à préciser. Donc c'est toujours le même bordel, ils testent plein de trucs. Donc en fait, quand vous avez un client en Fondation, il va rarement foirer, globalement. Il y a pas mal de batteries de tests. Donc ça, c'est les clients officiels en haut que je vous ai mis. Donc il y a Ruby, C, C++, Go, Java et Python. Je vais être honnête avec vous, le Java est le mieux fait. C'est ce qui est utilisé par Apple et Snowflake. Globalement, c'est le plus pratique à utiliser. Le Go, il a été à moitié abandonné, j'ai le sentiment. Le Python, ils le font parce qu'il y a des tests un peu à l'arrache qui sont faits dedans. Le C, c'est écrit en C++, donc forcément, il y en a. Et le Ruby, je ne sais pas pourquoi. En fait, je ne sais pas pourquoi il est utilisé, parce qu'il n'y a pas grand monde qui fait du... Il n'y a pas beaucoup d'issues et de trucs qui sont remontés, il n'est pas maintenu, il n'y a plus de... Enfin bon, bref. Ça, c'est les clients... pas géré par la Core Team Fondation. Donc vous avez un certain nombre de fonctionnalités. Nous, on est mainteneur du client Rust. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a les mêmes batteries de tests et de simulation que les tests officiels. Donc on a une assez bonne couverture de ce qui est capable de la qualité du code. Donc ça, c'est plutôt sympa. La communauté est assez petite, vous en doutez. Tout le monde n'écrit pas ses propres systèmes de base de données.
Il y a un forum qui est super sympa parce qu'en fait, si vous posez la moindre question, vous allez avoir un corps développeur qui va vous faire un pavé comme ça, qui va vous expliquer tout le truc. Et c'est juste super sympa. On a monté aussi un meet-up online qui manque un peu d'amour, mais on va essayer de le relancer pour le coup. Je vais conclure, comme ça on aura le temps de pouvoir poser quelques questions. Donc pour résumer, si je devais résumer ce talk de 50 minutes en 1 minute, Fondation DB, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui font de l'opérationnel, c'est une base de données distribuée, scalable et surtout robuste. Je connais quelqu'un qui a du Fondation depuis 2014, donc c'est avant la fermeture. Il a toujours un cluster qui tourne et il l'a jamais planté. Il s'est toujours remis debout tout seul. Et il a ce cluster-là qui tourne depuis 9 ans et aucun problème. Donc ça, c'est pour le côté opérationnel. Pour les développeurs, c'est vraiment un framework. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez construire des choses par-dessus. Et c'est super intéressant. Les moins bons côtés, ça reste quand même un système distribué, donc il faut crocher dedans. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste déployer le système, et il faut investir dans de l'observability pour savoir ce qui se passe quand même, et le déployer. Ça a quand même une communauté qui est assez réduite par rapport à d'autres systèmes. Moi, je vois ça comme un avantage, c'est que du coup, on peut très facilement rentrer dans la communauté et avoir des contributions. C'est-à-dire le moindre blog post ou la moindre conf sur Fondation, en fait, apporte énormément de visibilité et de contenu. Donc, c'est assez chouette de rentrer dans des communautés comme ça. Mais ça peut être un problème. Il y a pas de, vous n'allez pas retrouver, si vous tapez Fondation DB, Hello World ou 101 Tutorial, il y en aura 3, 4, quoi. Il n'y en aura pas une centaine à choisir, quoi. Et je l'ai dit, en fait, et je pense que vous avez bien compris l'idée, c'est que c'est un système sur lequel vous ne pouvez pas juste l'utiliser. C'est-à-dire, en fait, vous allez construire par-dessus. Il faut le voir comme une plateforme pour écrire vos systèmes distribués ou vos bases de données. Ou ce que vous voulez d'ailleurs. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous propose qu'on passe aux questions et j'ai des goodies. Il me reste quelques goodies Clever pour ceux que ça intéresse. Je vous remercie. Un, deux, un, deux. J'ai même un deuxième micro pour les questions. Qui a des questions ? Je vais faire mon jogging. Qui c'est qui levait la main ? Ouais. Hop. Tout d'abord, merci, c'était super intéressant. Comment le système transactionnel, qui est au niveau maximum, là, serializable, quand on l'associe par exemple à une base de données relationnelle qui est elle-même à ses propres transactions, comment ça map en fait les deux ? Il y a un truc qui m'échappe là. Ouais. Tu prends par exemple, donc si tu prends Postgre, on va prendre Postgre en exemple. PostgreSQL, c'est du MVCC, donc ils vont construire un moteur transactionnel, mais c'est par-dessus le stockage. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, si tu peux afficher ce que tu écris en cours des transactions, c'est juste que ce n'est pas visible des autres transactions. Donc en fait, l'isolation, elle est faite au-dessus du stockage. Et donc du coup, c'est là où c'est encore à toi de construire ce genre de système pour apporter de la visibilité, si tu veux offrir des garanties qui sont plus faibles, puisqu'en fait c'est ça que des fois tu veux faire. PostgreSQL, par exemple, tu as des garanties transactionnelles qui sont plus faibles que ce qu'on a là. Du coup, c'est à toi de construire par-dessus, mais au final, c'est ce que fait PG. Parce qu'en fait, dans PG, tu peux afficher les tuples que tu as écrits en cours de transaction, que tu n'as pas commité. Tu peux les afficher de l'autre côté en jouant un peu avec les options XID et compagnie. Donc c'est à toi
C'est à toi de débrayer et de construire par-dessus si tu veux un niveau d'isolation plus faible. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Mais du coup, c'est un travail à refaire chaque fois ou il y a déjà des gens qui ont expérimenté le truc, il y a des recettes prêtes à l'emploi? Alors, les gens qui choisissent Fondation, en fait, pour l'instant, alors à ma connaissance dans la communauté, les gens s'appuient sur le fait qu'ils ont une isolation plus forte et du coup fournissent cette isolation plus forte et travaillent dessus parce que du coup tu as une isolation beaucoup plus forte. Je connais pas grand monde, enfin non, je connais personne qui a débrayé ce système-là et qui a écrit un système de MVCC encore par-dessus Fondation, mais ça se fait, hein, ça pour le coup. Tu as plein de papiers, tu as plein d'implémentations que tu peux backporter, mais je connais pas grand monde qui le fait. En fait, comme tout le monde est content d'avoir un niveau de sérialisation plus fort, bah, le débrayer et se donner 3 mois de taf pour réimplémenter un papier de recherche, t'es là, bon, mais il y en aura sûrement. Hein. Après, l'intérêt de débrayer, c'est la scalabilité, mais en l'occurrence, si elle est très bonne naturellement, il n'y a aucune raison de débrayer, effectivement. Merci. J'ai un crayon et des pins Clever, si tu veux, pour chaque question. Comme ça, je ne les ramène pas dans l'avion. Bonjour. Dernière question. Je fais une petite question au niveau des données qu'on pouvait persister avec les clés valeurs. Est-ce qu'on peut aussi mettre en place directement des fichiers JSON ou du Bison, des choses comme ça? Ouais. En fait, la reco, donc là, tu as deux exemples. Si on prend un JSON, soit tu viens l'éclater en clé valeur. Toi, tu te dis, tu fais comme si tu faisais du GQ et tu viens le flatten, entre guillemets, et tu mets une clé, une valeur. Soit tu le stockes directement en tant que valeur. Et là, ce que tu vas faire, en fait, c'est que tu vas, comme tu as une limitation de 100 kg par clé, ce que tu fais, c'est que tu vas venir ventiler ton long JSON sur plusieurs clés par bloc, par chunk, entre guillemets, de 100 kg. Donc, c'est ces deux choix différents. Nous, pour le coup, on avait commencé avec un modèle où on éclatait toutes les données. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un peu compliqué. On a des problèmes d'évolution de schéma. Donc, tu vois, par exemple, on est en train de tout retravailler le moteur de stockage pour passer sur des technos comme Apache Avro ou ce genre de choses où en fait ils bundle toute la donnée et la gestion des schémas et l'historisation est complètement gérée pour le coup. Voilà. Et je crois que je n'ai plus le droit à des questions. Je vous remercie. Je suis dispo si vous avez d'autres questions et je vous souhaite une très bonne conférence.